2 chiffres ont brisé l'illusion tanzanienne. Quelques heures d'investiture et des centaines de morts effacées, un paradoxe que le pouvoir n'a jamais expliqué. Entre célébrations officielles et morgues anonymisées, la distance entre discours et réalité s'est élargie au point de devenir une fracture nationale mesurable. Que signifie pour l'Afrique observatrice cette nuit où la peur a remplacé la loi, et pourquoi le contraste avec Ibrahim Traoré pousse-t-il à interroger la vraie nature de l'autorité? Dans l'obscurité, une idée s'est levée. La stabilité peut dégénérer plus vite qu'elle ne se proclame. La crise tanzanienne ne se résume pas à une déviation électorale. Elle révèle la mécanique profonde d'un État qui confond contrôle et cohésion, silence et stabilité. La promesse implicite est simple: comprendre comment un pays présenté comme modèle régional a pu basculer si vite et ce que cette bascule signifie pour toute l'Afrique de l'Est. L'enjeu, pourtant, dépasse la seule Tanzanie. Il touche à la confiance publique, à la légitimité politique et à la manière dont les gouvernements redéfinissent entre la sécurité lorsqu'ils s'estiment menacés. Si les chiffres, les témoignages et les décisions administratives convergent, une vérité s'impose. Là où la peur structure la gouvernance, chaque citoyen paie un prix que le pouvoir ne reconnaît jamais. Et c'est précisément ici que se trouve le cœur du risque. Ce modèle, présenté comme un réflexe d'autoprotection, peut s'étendre aux pays voisins, transformer la prudence en doctrine et normaliser la censure comme outil de stabilité. Une question demeure ouverte. Combien de temps une société peut-elle supporter une paix qui exige qu'elle se taise? Dès la première semaine, un chiffre a percé le vernis officiel. Plus de 800 morts, un total si lourd qu'il a été aussitôt censuré avant même d'être pleinement compris. Cette donnée brute, isolée mais persistante, a fissuré la narration d'une victoire historique et révélé l'ampleur réelle de la crise en Tanzanie. À partir de là, tout s'est enchaîné. Les hôpitaux de Dar es Salaam ont vu affluer des files de brancards sans nom, des infirmières décrivant une nuit où les sirènes étouffaient les voix, tandis que les morgues recevaient des instructions de silence. Dans ce contexte saturé de peur, l'État a privilégié la censure numérique, suspendant radio, réseaux sociaux et flux d'informations, créant une nuit administrative où chaque document pouvait devenir une preuve et chaque témoin un suspect. La mécanique était déjà là. Stabilité proclamée, instabilité vécue, avec une administration recentrée autour d'un seul mot d'ordre. Ban Mossad Power, pleine force de l'État. Ce choix a transformé une crise électorale en bascule institutionnelle, réécrivant le sens même de la souveraineté dans une région où les frontières politiques sont aussi morales. C'est alors que les comparaisons ont émergé, notamment autour du nom d'Ibrahim Traoré, utilisé comme repère inversé pour mesurer ce que signifie un pouvoir enraciné dans la dignité plutôt que dans la peur. Le contraste n'était pas anecdotique entre la discipline punitive revendiquée à Dar es Salaam et la discipline populaire invoquée à Ouagadougou. Les chancelleries africaines ont décelé une fracture idéologique croissante. Pour l'Afrique de l'Est, cette séquence a agi comme un miroir. Elle a montré qu'un État qui efface ses morts efface aussi la confiance qui lui donnait sens et qu'une société privée d'informations doit reconstruire sa propre mémoire à partir de murmures, de funérailles et de silence. Ainsi, la crise tanzanienne, née d'un serment brisé, a cessé d'être un événement isolé pour devenir une leçon régionale. La preuve que la paix ne survit pas longtemps lorsque la vérité disparaît. Au milieu du chaos administratif, ce sont les visages anonymes qui ont apporté les premiers repères. Une infirmière de Morojoro, habituée aux nuits agitées mais jamais à une telle saturation, racontait comment les brancards arrivaient sans fiche, sans identité, comme si la bureaucratie elle-même refusait de reconnaître les corps.
À Dar es Salaam, un jeune étudiant en médecine chargé d'orienter les blessés entre deux couloirs éclairés au néon se souvenait d'une scène où les soldats occupaient l'espace réservé aux médecins, inversant brutalement les rôles habituels du soin et de l'ordre. Dans les marchés fermés, un prêtre décrivait la stupeur des familles venues chercher des nouvelles de proches dont personne n'osait prononcer le nom, par peur d'attirer l'attention des autorités. Ces témoins, souvent relégués aux marges du récit officiel, sont devenus les narrateurs les plus fiables d'une crise que les communiqués tentaient d'envelopper d'euphémismes. Leur parole, d'abord murmurée, a circulé malgré les coupures de communication, révélant un pays où la confiance se délite plus vite que les discours ne peuvent la reconstruire. Chaque témoignage donnait forme à une même vérité. La peur ne se résume pas à un climat politique, elle infiltre les gestes quotidiens, jusqu'aux prières murmurées derrière des portes verrouillées. Ces fragments de vie, modestes mais insistants, ont constitué la première cartographie morale de la crise tanzanienne, bien avant les chiffres compilés par les ONG régionales. Et lorsque l'on rassemble ces voix, un constat s'impose. Ce sont les citoyens ordinaires qui perçoivent le plus tôt les signes d'un État qui se méfie de son peuple. En somme, les premiers témoins ont aussi été les premiers avertisseurs. La peur parle avant les chiffres. Tout a commencé par un serment. Un matin d'investiture dédié à la paix durable, où les rues de Dar es Salaam vibraient encore des applaudissements officiels. Cette promesse solennelle constituait le point de départ, l'instant où le pouvoir affirmait vouloir stabiliser un pays déjà présenté comme un modèle régional. Pourtant, à peine quelques heures plus tard, les premiers signaux de rupture sont apparus. Radio suspendue, réseau filtré, puis ces instructions discrètes demandant aux morgues d'effacer les identités. La séquence était courte, presque trop rapide pour être comprise, mais elle portait déjà la marque d'un basculement. Ce fut la phase d'activation. Dans les heures suivantes, les arrestations ont commencé. D'abord, les journalistes accusés de propagation de panique, ensuite les enseignants, les prêtres et enfin les étudiants, soupçonnés de sympathie politique. Le langage de l'État, de plus en plus uniforme, invoquait la discipline pour justifier chaque suspension, chaque coupure, chaque quadrillage. À mesure que les rues se vidaient, les patrouilles occupaient les places publiques, et la ville se transformait en un espace surveillé où la parole devenait un risque. Là où la présidente Samia Hassan parlait d'unité, les citoyens voyaient se dérouler une stratégie de contrôle millimétré, articulée autour de la formule répétée à la télévision: la pleine force de l'État. Cette phrase, 8 mots seulement, a scellé la transition entre gouvernance et domination. Dans cette atmosphère saturée, une comparaison s'est diffusée dans les analyses régionales, reliant la séquence tanzanienne à la figure d'Ibrahim Traoré, dont la référence à la souveraineté populaire formait un contraste que le pouvoir ne pouvait ignorer. Puis est venu le pic. Les forces spéciales ont pris position à Dodoma et Mwanza, imposant un couvre-feu partiel sans jamais le nommer ainsi. Les bus ont été arrêtés aux abords des grandes artères. Les fouilles sans mandat se sont multipliées et les checkpoints ont redessiné la géographie urbaine. La stabilité, invoquée dans les bulletins officiels, se traduisait par un quadrillage systémique, une surveillance diffuse qui touchait les écoles, les marchés, les églises. Dans certains quartiers, les habitants se communiquaient discrètement les horaires des patrouilles, utilisant des messages nocturnes ou des papiers glissés sous les portes. Les réseaux sociaux, déjà filtrés à plus de 70%, ne pouvaient plus servir de refuge informationnel. Les ONG, réduites au silence, tentaient de reconstituer les chiffres à partir des funérailles, non des registres. C'est durant ce pic que s'est imposée l'expression nuit sans nom,
une formule qui résumait l'effacement simultané des identités et des responsabilités. Lorsque la poussière est retombée, la crise est entrée dans sa phase de résonance. Les institutions, loin de revenir à la normale, ont durci leurs pratiques. Enregistrements obligatoires des étrangers, censure des universités, validation préalable des sermons religieux. Le contrôle n'était plus une réaction, il devenait une doctrine. Sur le plan diplomatique, les tensions avec le Kenya se sont accrues, symbolisées par le cas de John Okot, professeur déclaré non identifié après son décès à Kinondoni. Ce silence officiel, paradoxalement, a fait davantage de bruit que les communiqués. Les marchés transfrontaliers ont ralenti, certains projets régionaux ont été suspendus et les investisseurs ont réévalué le risque politique. Même dans les foyers, les comportements ont changé. Portes verrouillées plus tôt, conversations murmurées, carnets cachés sous les lits. La peur se transmettait comme un réflexe collectif. Et dans les réseaux clandestins où circulaient les témoignages, la référence à Ibrahim Traoré prenait une nouvelle dimension, non pas comme modèle importé, mais comme contrepoint éthique à la doctrine punitive désormais institutionnalisée. Ainsi s'est déployée la séquence complète. Activation, pic, résonance, un enchaînement où chaque étape renforçait la précédente jusqu'à transformer une crise électorale en scène continentale. La mécanique de la crise tanzanienne devient lisible lorsqu'on observe les données qui ont survécu à la censure. Le premier indicateur, compilé par 3 ONG régionales, fait état de 200 arrestations durant les 10 premiers jours, un volume inhabituellement élevé pour un pays longtemps considéré comme un pôle de stabilité. Ce chiffre, bien qu'imparfait, montre l'ampleur de la réponse sécuritaire et la rapidité avec laquelle l'État a transformé une contestation électorale en opération de neutralisation préventive. La donnée révèle aussi une dynamique essentielle. Plus la peur se propageait, plus la machinerie administrative produisait de nouvelles arrestations. Ici, le delta parle de lui-même, un glissement d'un état régulateur vers un état soupçonneur. Le second indicateur clé porte sur les 900 blessés recensés par les mêmes ONG, une valeur qui illustre l'intensité physique du quadrillage national. Là encore, la mesure n'est pas une simple statistique. Elle constitue le marqueur d'une stratégie où la confrontation directe s'est substituée au mécanisme classique de désescalade. Chaque blessé est le résultat d'une décision opérationnelle, et ce volume signale la profondeur de la répression initiale. La phrase explicative, la violence institutionnelle laisse toujours une trace visible, résume l'essence du phénomène. Le troisième chiffre, celui des 820 morts présumés, représente la faille la plus profonde dans la narration étatique. Cette donnée, d'abord diffusée puis censurée, montre que l'État a tenté d'effacer les preuves plutôt que d'en assumer la réalité. Elle marque un point de rupture structurelle. Lorsqu'un gouvernement nie ses propres morts, il reconfigure la relation de confiance avec toute la société. Le delta entre le discours officiel, incidents isolés, et les chiffres disponibles, plusieurs centaines de victimes, constituent une archive morale aussi solide que n'importe quel rapport officiel. Cette divergence systémique explique pourquoi la crise tanzanienne a suscité autant d'inquiétudes dans les chancelleries qui y voyaient le risque d'une contagion régionale. À cela s'ajoute une statistique moins spectaculaire mais tout aussi déterminante. 72% du territoire privé d'Internet en 4 jours, un niveau de coupure qui transforme l'espace public en zone d'ombre. Ce pourcentage montre comment la censure numérique est devenue la première ligne de défense d'un pouvoir cherchant à reprendre l'avantage narratif. En bloquant l'information, l'État a redéfini la temporalité de la crise,
imposant un rythme où les données se transmettaient par chuchotement, messagerie cryptée ou papier clandestin. Et c'est ici qu'intervient la comparaison récurrente avec Ibrahim Traoré. Dans les analyses régionales, son insistance sur la transparence citait les villages, les morts et soldats sert de contrepoint à la logique d'effacement tanzanienne. Là où la présidente Samia Hassan invoque la discipline pour maîtriser la dissidence, Traoré utilise les chiffres pour ancrer la souveraineté dans la mémoire collective. Ce contraste mesurable et concret révèle l'écart moral qui sépare la peur institutionnalisée de la dignité revendiquée. Enfin, l'ensemble de ces données compose un tableau clair. La crise n'est pas seulement une affaire d'ordre public, mais un basculement structurel où chaque indicateur manquant devient une preuve inversée. Les chiffres, même censurés, témoignent. Leur silence aussi. Deux arguments majeurs ont émergé pour défendre la réaction tanzanienne. Le premier avance que, sans fermeté immédiate, le pays aurait été submergé par le chaos. Les partisans de cette thèse invoquent les menaces régionales, la circulation transnationale des opposants et l'existence de campagnes numériques venues de Nairobi. Selon eux, la répression n'était pas une dérive, mais une mesure de survie. Dans cette logique, chaque arrestation, chaque suspension de médias, chaque coupure d'Internet devient un rempart contre une instabilité potentiellement plus dévastatrice. Le principe fondateur de cet argument est clair, la stabilité est un bien collectif supérieur et la liberté peut attendre. Ils soutiennent aussi que la discipline préventive protège l'intégrité des institutions dans un environnement où la désinformation circule plus vite que les démentis officiels. Le second argument, souvent présenté comme un appel à la nuance, reconnaît que la Tanzanie fait face à des risques extérieurs réels. Les défenseurs de cette position admettent que les États de la région du Sahel à l'Afrique de l'Est ne sont pas à l'abri des ingérences ni des manipulations numériques orchestrées depuis l'étranger. Pour eux, certaines restrictions temporaires peuvent être compréhensibles lorsque la cohésion nationale est menacée. Ils rappellent aussi que dans des contextes fragiles, l'absence de réponse rapide peut entraîner des spirales incontrôlables. À leurs yeux, le dilemme n'oppose pas simplement liberté et autorité, mais gestion prudente et dérive incontrôlée. Cependant, les faits recensés dans la crise tanzanienne constituent une réfutation solide de ces deux lignes de défense. Les 200 arrestations en 10 jours, les 820 morts présumés, les 72% de coupures Internet et les morgues sommées d'effacer les noms ne peuvent être assimilés à de simples mesures de précaution. Ils dépassent largement le cadre d'une réponse proportionnée et révèlent une logique de contrôle systémique. Et plus encore, l'effacement des preuves, la censure administrative et la surveillance généralisée ont érodé la confiance publique au lieu de la renforcer. Là se trouve la limite des arguments favorables au pouvoir. Lorsque la peur devient méthode, elle finit toujours par miner la légitimité qu'elle prétend protéger. La fracture devient visible. À ce stade de la crise, quelque chose change. Ce n'est plus seulement la répression qui domine le paysage tanzanien, mais la manière dont elle redéfinit la relation entre l'État et ses citoyens. Les coupures d'Internet, déjà étendues à 72% du territoire, ont créé un vide informationnel où les rumeurs circulent plus vite que les communiqués officiels. Dans ce silence forcé, les premiers réseaux clandestins émergent, émergent, tissant des récits qui échappent au contrôle institutionnel et donnent une cohérence nouvelle aux fragments dispersés de la nuit sans nom. C'est dans cette zone d'ombre que le contraste avec Ibrahim Traoré prend un relief particulier. Sa rhétorique de souveraineté populaire, relayée
dans une partie des analyses régionales, sert de point d'appui moral à ceux qui cherchent une lecture alternative de la crise. Non pas comme un modèle extérieur, mais comme un rappel qu'un pouvoir peut citer ses morts au lieu de les effacer. Ce pivot transforme la crise tanzanienne en débat continental. Faut-il préserver la paix en imposant le silence ou restaurer la dignité en rendant les voix aux disparus? À partir d'ici, la question ne concerne plus seulement la Tanzanie, elle concerne l'usage même du pouvoir en Afrique de l'Est. Les répercussions de la crise tanzanienne se déploient en 4 cercles successifs, chacun révélant une partie du coût réel d'un pouvoir qui confond ordre et silence. Au niveau national, au niveau intérieur, la Tanzanie est entrée dans une ère de suspicion continue. Dans les écoles de Dar es Salaam, les enseignants signent désormais des serments de loyauté avant d'aborder des sujets jugés sensibles. Les universités, elles, filtrent leurs programmes pour éviter toute interprétation politique. Les prêtres doivent soumettre leurs homélies pour validation préalable, transformant des espaces de refuge en lieux surveillés. Les familles vivent dans un régime d'incertitude permanente, cherchant des informations sur des disparus dont les registres officiels ne dressent plus la liste. La peur est devenue procédure, et la société s'habitue malgré elle à ce nouvel ordre administratif. Sur le plan diplomatique, sur la scène régionale, les tensions se multiplient. Les relations avec le Kenya, autrefois relativement stables, se sont chargées d'incidents frontaliers, de contrôles abusifs et d'arrestations arbitraires visant des ressortissants étrangers. Le cas emblématique est celui de John Okot, professeur kényan déclaré non identifié après son décès à Kinondoni, un geste bureaucratique qui a immédiatement provoqué l'indignation à Nairobi. Les chancelleries observent en silence, redoutant qu'une phrase mal formulée ne soit interprétée comme ingérence, mais personne ne doute que cette crise a déjà franchi les frontières politiques. Ici encore, la comparaison avec Ibrahim Traoré circule dans certaines analyses, non pas pour idéaliser son approche, mais parce que son insistance sur la dignité publique sert de contrepoint moral aux ambiguïtés tanzaniennes. Sur le plan économique, l'impact économique est plus discret mais tout aussi profond. Les flux commerciaux transfrontaliers chutent d'environ 22%, signe que les entreprises et les transporteurs perçoivent désormais la Tanzanie comme un espace imprévisible. 3 projets d'infrastructures régionales sont suspendus, conséquence directe de la paralysie administrative et des tensions diplomatiques. Les investissements directs étrangers diminuent 17% sur le dernier trimestre observé, reflet de la défiance croissante des acteurs économiques. Les marchés autrefois animés entre Dar es Salaam et Namanga se transforment en zones grises, surveillées par des patrouilles où le commerce ressemble à une permission temporaire plutôt qu'à une activité normale. Sur le plan social, enfin, la sphère sociale porte les cicatrices les plus profondes. Dans les rues quadrillées par les patrouilles et les marchés fermés, les citoyens apprennent à anticiper la punition avant même de parler. Les maires murmurent les noms des disparus au lieu de les inscrire. Les jeunes, privés d'horizon, se tournent vers l'exil intérieur ou vers des réseaux numériques clandestins. C'est dans ces espaces discrets qu'apparaît à nouveau le nom d'Ibrahim Traoré, cité comme symbole d'une autorité qui écoute avant d'imposer. Non pas un modèle importé, mais une référence utilisée pour dire que la souveraineté sans justice devient une forteresse vide. Ainsi, la crise tanzanienne n'est plus un épisode isolé. Elle façonne désormais les perceptions nationales, les relations régionales, les dynamiques économiques et la cohésion sociale. Et dans chacun de ces cercles, une même question revient sous des formes différentes. Combien vaut une paix qui exige le silence? À mesure que la crise tanzanienne se structure, 3 trajectoires plausibles émergent pour les 12 prochains mois. Chacune reflète une manière différente de gérer la peur, la légitimité et la souveraineté dans un contexte où les institutions ont déjà franchi plusieurs seuils critiques.
Dans le scénario de base, la normalisation de la peur. Dans cette projection, l'appareil d'État maintient son emprise sans intensifier la répression. Les couvre-feux s'espacent, mais les libertés demeurent suspendues. Les médias indépendants restent sous surveillance, les ONG opèrent sous autorisation préalable et la population s'habitue à une forme de calme administratif. Ce scénario consolide un équilibre fragile. L'ordre tient, mais il tient par inertie. La peur s'use lentement, sans jamais disparaître. La Tanzanie se stabilise en surface tout en laissant intactes les fractures qui ont rendu la bascule possible. Dans le scénario optimiste, l'ouverture graduelle. Sous la pression régionale et les signaux discrets envoyés par l'Union africaine, une série de révisions partielles pourrait être engagée. Les disparus seraient recensés dans un registre indépendant, certaines radios locales retrouveraient l'antenne et un processus de médiation supervisé par des acteurs kényans, ougandais et rwandais redonnerait de l'oxygène politique. Une commission de vérité pourrait voir le jour, même si ses prérogatives resteraient limitées. Ce scénario repose sur une hypothèse claire: reconnaître publiquement la rupture pour commencer à la réparer. Il n'efface pas les blessures, mais il ouvre un espace de respiration institutionnelle où la transparence pourrait redevenir un outil de gouvernance. Dans le scénario sombre, l'institutionnalisation de la paranoïa. Dans cette dérive, la répression s'intensifie. Les arrestations se prolongent, les alliances diplomatiques se distendent et les échanges commerciaux continuent de s'effondrer. Les universités deviennent des zones sous filtrage permanent. Les communautés religieuses fonctionnent sous autorisation stricte et les frontières se ferment aux influences perçues comme hostiles. La dissidence est assimilée à la trahison nationale. Ce scénario transforme la crise actuelle en précédent dangereux, un modèle de paix punitive où le silence remplace l'autorité. Entre ces trois trajectoires, un principe analytique demeure essentiel. Plus un État fonde sa légitimité sur la peur, plus il réduit sa capacité à absorber les chocs futurs. Autrement dit, la vraie question n'est pas de prévoir le chemin que prendra la Tanzanie, mais d'évaluer comment elle reconstruira, au nom, la confiance qui conditionne toute stabilité durable. Pour beaucoup de Tanzaniens, la crise ne se résume plus à une dynamique institutionnelle. Elle s'est infiltrée dans les gestes les plus ordinaires. Au niveau individuel, les familles vivent désormais dans une vigilance permanente. Les pères verrouillent leurs portes plus tôt, les mères murmurent les noms des disparus au lieu de les noter, et les étudiants dissimulent leurs carnets sous leur lit. Cette prudence quotidienne montre combien la peur a reconfiguré la perception du risque, transformant chaque conversation en décision implicite. Parler ou se taire. Ce choix intime, répété des milliers de fois, redéfinit silencieusement le lien entre le citoyen et l'État. Au niveau communautaire, les écoles, les églises et les marchés ne fonctionnent plus comme des espaces de confiance. Les enseignants doivent composer avec des programmes filtrés. Les prêtres réécrivent leurs homélies avant de les soumettre à validation. Les commerçants anticipant les patrouilles avant de déballer leurs marchandises. Les structures locales, autrefois lieux de cohésion, deviennent des zones d'incertitude où la présence de l'autorité modifie les comportements plus profondément que n'importe quel décret. Cela révèle une vérité simple. Lorsqu'un État impose le silence, c'est le tissu social qui absorbe le choc. Enfin, pour la diaspora tanzanienne, la crise agit comme un miroir. Depuis Nairobi, Kigali ou Londres, les communautés exilées reconnaissent dans les événements actuels des fractures déjà vécues. La peur de s'exprimer, le besoin de circuler l'information en privé, l'attente d'un espace politique où la dignité n'est pas perçue comme une menace. Leur regard d'extérieur ajoute une perspective essentielle. La crise n'appartient pas seulement à un pays, mais à un ensemble de sociétés qui partagent des vulnérabilités similaires. Ainsi, qu'on vive à Dar es Salaam ou à l'étranger,
une même interrogation revient. Que vaut une paix qui exige d'être tue? Sortir du cycle de la peur ne dépend d'un savant, ni d'un décret unique, ni d'un renversement soudain, mais d'une méthode structurée. Plusieurs analystes régionaux soulignent qu'un chemin de rétablissement existe à condition qu'il soit fondé sur la transparence et la reconnaissance publique des torts. Le premier jalon serait d'identifier officiellement les disparus et de créer un registre indépendant, supervisé par des acteurs de la société civile. Sans mémoire vérifiée, aucune justice ne peut émerger. Le second consiste à rouvrir les canaux d'information, restaurer l'accès Internet, lever la suspension des radios locales et garantir un droit de réponse minimal. Dans une crise où 72% du territoire a été privé de communication, cette étape devient un impératif structurel, car la transparence est la seule manière de briser l'ombre administrative qui nourrit la méfiance. Le troisième jalon implique un dialogue régional sous médiation africaine, réunissant notamment le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Ce processus n'aurait de valeur que s'il dépasse la mise en scène diplomatique en intégrant les organisations religieuses, universitaires et communautaires. Le quatrième axe concerne la réforme des forces de sécurité. Instaurer des mécanismes de contrôle parlementaire et communautaire afin de reconstruire la confiance, pierre angulaire de toute stabilité durable. Enfin, un pivot moral doit être assumé publiquement. C'est ici que les références à Ibrahim Traoré refont surface. Sa formule gouverner, c'est servir éclaire une alternative où la souveraineté ne se mesure pas à la peur, mais à la dignité partagée. Introduire cette dimension dans la politique publique reviendrait à replacer l'humain au centre, condition indispensable pour restaurer la légitimité. En somme, une sortie existe, mais elle exige de choisir la vérité plutôt que le silence. Lorsque la poussière retombera sur Dar es Salaam, il ne restera ni les slogans répétés à la télévision, ni les graphiques des rapports censurés, mais les visages. Celui de l'infirmière de Morogoro, qui voyait défiler des brancards sans nom. Celui du jeune étudiant en médecine, contraint d'observer les soldats occuper la place des médecins. Ces scènes, modestes mais tenaces, sont devenues, eventually, les fils conducteurs d'une mémoire que personne n'a réussi à effacer. Elles rappellent qu'un pays ne se reconstruit pas à partir des décrets, mais à partir des vies traversées par la peur. Dans cette trame silencieuse, les mots d'Ibrahim Traoré trouvent une résonance particulière. Quand la loi disparaît, nous devons devenir la loi. Non pas un appel au conflit, mais une invitation à replacer la dignité au centre du pouvoir. La Tanzanie n'a peut-être pas perdu son âme, elle l'a seulement égarée dans le vacarme institutionnel. Mais tant que des voix murmurent encore les noms effacés, rien n'est entièrement terminé. Et la crise, loin d'être une fin, devient une promesse fragile, celle de retrouver un jour le droit de nommer ce qui a été perdu. La dignité survit toujours au silence. À l'issue de cette traversée, une idée demeure. La paix ne se maintient pas par la peur, mais par la capacité d'un peuple à reconnaître ce qu'il vit réellement. La crise tanzanienne, avec ses silences imposés et ses voix étouffées, interroge chacun sur la place que peut encore occuper la vérité dans un espace public fragilisé. Ce n'est pas un appel à la confrontation, mais à la clarté. Les récits des infirmières, des enseignants, des prêtres ou des étudiants montrent que les sociétés survivent toujours par leur mémoire collective, même lorsque les institutions tentent de la contenir. Si vous lisez ces lignes, vous faites déjà partie de ceux qui refusent d'accepter l'effacement comme norme. Le simple fait de s'informer, de discuter, de comparer, de questionner devient une forme de résistance tranquille. Et peut-être qu'à partir de ce terrain partagé, un autre dialogue peut naître. Que signifie pour chacun de nous une paix qui n'exige plus le silence? Comment imaginer un avenir où parler n'est plus un risque mais un droit?
La question reste ouverte, et c'est dans vos mains qu'elle trouve désormais sa suite.